Depuis quelques épisodes maintenant, je reviens avec vous sur la résurgence d'un obscurantisme historique qui agite réseaux sociaux et médias. Ce verbatim est souvent plus proche de la fange intellectuelle que de la pensée concrète, effrayée avec le relativisme, le révisionnisme, le négationnisme. En somme, la réécriture instrumentalisée de l'histoire au service des fantasmes et des peurs. Fact-checker, débunker, expliquer ces approximations et mensonges est vital. Vital parce que l'histoire n'est pas qu'une tourbe morte et inerte de ce qui a été. Le faisceau des faits de ce que les humains ont vécu détermine tant notre présent que notre futur. L'histoire, c'est une mémoire à vif que nous mobilisons dès qu'on pense aux relations sociales, aux projets politiques, aux sujets de société. Sa manipulation, c'est une manipulation du présent, parce que les faussaires qui réécrivent l'histoire ne la conjuguent jamais qu'au temps immédiat. L'objectif est souvent le même, ostraciser un ennemi politique. National socialiste. Socialiste. Ce sont des gens de gauche. Antagoniser un pan de la population. Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique? Vous savez bien. Ben, Qui contrôle le Washington Post, qui contrôle le New York Times, qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour. Qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui Ben, c'est la communauté que vous connaissez bien. Victimisé de sinistres crétins. Il faut absolument mettre un signe distinctif, exactement comme on l'a fait pour les Juifs. Voire même glorifier des actes dangereux. Le but du travail que je vous propose, c'est de mettre en perspective les mensonges, la désinformation et l'instrumentalisation. Le but n'est pas de débattre avec les tenants de ces discours. Je ne suis pas sûr que mon approche frontale permette de déradicaliser ceux qui s'enfoncent dans ces croyances. En fait, l'opposition entre le très grand historien Pierre Vidal-Naquet et le négationniste Forisson finit d'achever ce doute. Confrontés à des faits, confrontés à des témoignages, confrontés au consensus scientifique, les tenants de ces croyances s'enferment dans le déni et n'abjurent rien de leurs mensonges. Mon objectif n'est donc pas de parler à ces Galilées de carton, persuadés de détenir la vérité envers les faits et contre tous. L'histoire est un patrimoine commun, mais nous n'avons pas tous eu le loisir de l'étudier, ni l'affection pour la discipline qui est nécessaire pour compulser des livres, parfois austères, afin de répondre aux assassins de la mémoire. Quelque part, je crois que faire le récit de cet obscurantisme, c'est faire le récit du siècle, c'est revenir aux questions initiales du devoir de mémoire, se souvenir de ce qui a été, non pas à travers le prisme de notre contemporanéité qui cherche des parallèles avec le présent, mais par volonté de rendre justice aux victimes et à se souvenir. C'est là même en fait le mantra fondateur de l'Europe. Plus jamais ça. Plus jamais la violence industrialisée, plus jamais l'horreur banalisée, plus jamais la haine essentialisée. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que j'ai croisé deux histoires très similaires outre-frontières. Elles se passent à Londres et à Genève. À Londres, il existe depuis quelques années un projet de mémorial et de centre d'éducation sur la Shoah dans les Victoria Tower Garden, non loin du Parlement. Ce mémorial serait le premier du pays. Mais une immense montée de boucliers a eu lieu pour s'opposer à l'idée. Je passerai les arguments antisémites dans les réponses. C'est un discours qui ne sera jamais recevable. Je ne m'attarderai pas non plus sur la lâcheté de s'y opposer parce qu'un tel monument ne saurait être qu'un appel aux actes terroristes. L'existence de tels lieux en France n'a pas fait dégainer les amoureux de la dynamite jusqu'à présent. L'argument qui m'a le plus intéressé, c'est celui qui disait que la Grande-Bretagne n'avait pas été actrice de la Shoah. Un mémorial n'aurait donc rien à faire sur le territoire. Cet argument interroge la raison même d'être d'un mémorial. Comme si ça ne pouvait être que l'aveu d'une culpabilité, comme si par un tel projet, un État ne pouvait faire que profession de remords sur ses actions passées. C'est une histoire qui se répète en Suisse, où depuis le début d'année, un projet de mémorial est envisagé à Genève, cette ville internationale où siège l'ONU. Ici, la question de la culpabilité est plus subtile, parce que, bien qu'épargnée par la guerre, la Suisse a vu une partie de ses autorités et de ses milieux économiques et financiers se compromettre dans cette entreprise de meurtre développée à l'échelle industrielle. Un passé que la Suisse peine toujours à pleinement reconnaître. Il me semblait intéressant de parler de cette question. Et une fois n'est pas coutume, je vais m'appuyer sur les travaux d'un philosophe plus que d'un historien, à savoir le livre de Paul Ricoeur, La mémoire, l'histoire, l'oubli. C'est un texte très difficile, à l'instar de beaucoup des textes de Ricoeur, et si son travail vous intéresse, je vous invite à vous aider d'exégète pour l'éclairer complètement. La thèse du livre tient probablement à cette citation qu'il donne dès le début de l'ouvrage. Les troubles suscités par l'inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici, le trop d'oubli ailleurs, pour ne rien dire de l'influence des commémorations et des abus de mémoire et d'oubli. L'idée d'une politique de la juste mémoire est, à cet égard, un de mes thèmes civiques avoués.
Ricoeur étrille le trop de mémoire et d'oubli. Ici, il faut s'attacher à distinguer dans un premier temps mémoire et histoire. L'histoire, pour reprendre encore une fois Aristote, raconte des événements vrais qui ont l'homme pour acteur. La mémoire, pour sa part, est le garant du caractère passé de ce qu'elle déclare se souvenir. C'est un concept fait d'émotions et de sentiments, ce qui en fait une vulnérabilité dans le sens où l'émotion ne peut qu'être manipulée par les discours. Le philosophe définit le devoir de mémoire comme une mémoire obligée, une sorte d'injonction à se souvenir qui ne peut se comprendre que par rapport aux événements horribles auxquels elle fait référence et qui n'a de sens que par rapport à la difficulté ressentie par la communauté nationale ou par des parties blessées du corps politique à faire mémoire de ces événements de manière apaisée. Certes, le travail de mémoire et le travail de deuil lui paraissent tout à fait légitimes et nécessaires, mais il relève qu'il y a un glissement du bon usage à l'abus du devoir de mémoire, lorsque le devoir de rendre justice par le souvenir à un autre que soi, aux victimes à l'égard desquelles nous avons une dette à payer, s'érige en direction de conscience qui se proclame elle-même porte-parole de la demande de justice des victimes par une sorte de captation de la parole muette des victimes. Plus généralement, il considère que le devoir de mémoire est lourd d'équivoques, parce que l'injonction de se souvenir risque d'être entendue comme une invitation adressée à la mémoire à court-circuiter le travail de mémoire. Quand il parle d'oubli, Ricoeur exprime une inquiétude à propos de la singularité de la Shoah. En affirmant le caractère d'identité narrative négative à la Shoah, il en restitue la singularité et sa valeur universalisante. Une identité narrative au plan historique, c'est un événement qui est ainsi qualifié rétrospectivement, ou mieux rétroactivement, comme fondateur. Il l'est par un acte de commémoration, plus ou moins sacralisé en célébration. Comme son nom l'indique, un mémorial, c'est un lieu de mémoire, c'est un endroit pour se souvenir de ce qui a été. La dette dont parle Ricoeur n'est pas une dette d'État, mais une dette d'homme. C'est un travail qui est à faire pour se souvenir, ne pas maltraiter les faits, ne pas les réitérer. La Shoah est là un moment fondateur historique. C'est un événement qui a changé l'Europe et fait muter notre rapport tant à l'État qu'aux autres. Alors pour terminer, encore une fois, je vous laisserai sur une poésie sur l'Holocauste. Cette fois, un texte d'Isaïe Spiegel. Nuit, avec moi sur le grabat, j'ai le froid, j'ai la faim. Le ciel gelé est mort, pendu au carreau. Sur ma tête, en fin grain de pavot, la voie lactée s'émiette. Un quartier de lune tremble sur mes lèvres, bout de pain. Ils viendront à l'aube, ils soulèveront ma tête, et mes yeux, des étoiles, tomberont en poussière. Sur mes lèvres, un bout de pain frémissant se posera, la voie lactée et ses rayons. Personne ne reconnaîtra mon corps ni mes traits, sous ma peau distendue, craquelée par la faim, quand dans le chariot, avec le vent, je serai couché. Mes lèvres têteront la voie lactée,